Bienvenue à l'échange. Aujourd'hui, on se penche sur une question vraiment redoutable tirée des écrits de Gene Sharp sur la lutte contre les dictatures. Face à un régime autoritaire, comment est-ce qu'on se libère? Et surtout, quel rôle jouent ou devraient jouer les négociations? Le dissident. Oui, c'est la question piège. Par excellence, est-ce qu'accepter de parler à son oppresseur, c'est un premier pas vers la liberté ou est-ce que c'est déjà une forme de capitulation? C'est tout l'enjeu. La négociation est-elle un outil pragmatique ou au contraire un piège mortel? De mon côté, je pense que le texte nous met en garde très très clairement, c'est un piège. S'asseoir à la table d'un dictateur, c'est accepter de jouer avec ses règles, c'est légitimer son pouvoir et au final, c'est risquer de tout perdre. Le dissident. Et moi, je défendrais l'idée que rejeter toute forme de dialogue par principe est une position, disons, dogmatique. Une position qui peut coûter très cher, en vies humaines comme en opportunités. Parfois, parler n'est pas une faiblesse, c'est une manœuvre intelligente. Alors, ma conviction, et elle s'appuie vraiment sur le cœur de l'analyse de Sharp, c'est que la nature même de la négociation est faussée dès le départ. On n'est pas dans un dialogue entre égaux qui recherche la justice. Pas du tout. On est dans une confrontation brute de rapports de force. Le texte le dit très bien, le résultat ne dépend pas de la justesse de votre cause, mais de votre pouvoir. Et, soyons honnêtes, au début d'une lutte, le mouvement démocratique est presque toujours en position de faiblesse. Il n'a donc rien à gagner à ce jeu-là. Le dictateur, lui, a tout à y gagner. S'il est en position de force, il utilise les pourparlers pour obtenir une reddition déguisée. S'il est affaibli, il s'en sert pour gagner du temps, pour diviser l'opposition, pour sauver son pouvoir. Dans tous les cas, c'est lui le gagnant. Mais le plus grand danger, le plus insidieux, c'est la démobilisation. Vous avez une population dans la rue, des grèves qui paralysent le pays, le dictateur promet des réformes, l'opposition accepte de suspendre les actions pour donner une chance à la paix. Et là, la dynamique est brisée. Une fois que la pression retombe, il peut revenir sur toutes ses promesses. Le mouvement a perdu son seul véritable atout, sa capacité de nuisance. C'est pour ça que la seule négociation acceptable selon le texte, c'est celle qui a lieu quand tout est déjà joué, quand le régime est à terre, pour organiser le départ du tyran en exil, point. Le vrai changement, il vient de la lutte, pas de la discussion. Le dissident. Alors, je ne nie absolument pas ces dangers. Ils sont réels et le texte les décrit avec une lucidité presque glaçante. Mais je crois que cette vision est incomplète. Présenter toute négociation comme une reddition, c'est une simplification excessive. L'auteur lui-même est plus nuancé. Il admet que des discussions peuvent être utiles pour des questions qui ne sont pas fondamentales. Mais qu'est-ce qui est fondamental? Dans une lutte qui dure des années, la libération d'un leader charismatique en prison, est-ce que ce n'est pas fondamental? Obtenir un couloir humanitaire pour sauver des milliers de civils, ce n'est pas fondamental? Le texte note aussi que l'envie de négocier apparaît souvent quand la répression devient insoutenable. Rejeter en bloc toute discussion à ce moment-là, c'est une posture d'une pureté idéologique qui peut être moralement très lourde à porter. Et c'est là que ma perspective diverge. Une négociation, ce n'est pas forcément un accord final. Ça peut être un outil tactique, un moyen de sonder les failles du régime, de gagner du temps pour se réorganiser. Et surtout, c'est une scène de théâtre. En vous montrant ouverte au dialogue, vous pouvez exposer au monde entier l'intransigeance du régime. Et ça peut vous attirer des soutiens internationaux cruciaux. Refuser systématiquement, c'est prendre le risque de passer pour les extrémistes, de s'isoler. Ce n'est pas une reddition, c'est une partie d'échec. Justement, parlons de cette scène de théâtre. En acceptant de jouer la pièce, vous offrez au dictateur son plus beau rôle, celui de l'homme d'État. Le texte insiste là-dessus. S'asseoir à la même table, c'est lui conférer une légitimité qu'il n'a pas ou qu'il est en train de perdre. Vous le transformez d'un tyran en un interlocuteur. C'est un cadeau stratégique immense. Le dissident. Mais est-ce que cette légitimité ne va que dans un sens? Je ne crois pas. Un mouvement qui se montre ouvert à une solution politique, tout en maintenant la pression sur le terrain, gagne lui aussi en légitimité. Il n'apparaît plus comme une simple force de contestation, mais comme une alternative crédible, raisonnable. Pensez à l'Afrique du Sud. Pendant des années, l'ANC a maintenu des canaux de discussion secrets avec le régime de l'apartheid. Ce n'était pas une capitulation, c'était une façon de sonder l'adversaire, de diviser le camp du pouvoir. Mais attendez, le cas de l'ANC est différent.
Il y avait derrière une lutte armée, des sanctions internationales massives, le rapport de force était tout autre. Dans le cadre d'une lutte purement non violente, comme celle que décrit Sharp, le seul pouvoir, c'est la mobilisation populaire. Le seul endroit où se gagne la légitimité, ce n'est pas dans une salle de conférence à Genève, c'est dans la rue, c'est dans les usines en grève. La légitimité, c'est le fait accompli. C'est l'exemple de Solidarnosc, en Pologne. Leur pouvoir au départ ne venait pas de discussion, mais du fait qu'ils étaient les chantiers navals de Gdansk. Ils avaient bâti une société parallèle avant même de s'asseoir à une table. Le dissident. Vous avez raison sur le fond, mais vous ignorez la dimension psychologique. Sharp insiste beaucoup sur la nécessité de saper les sources du pouvoir du dictateur, et notamment la loyauté de son administration. Or, un fonctionnaire ou un général sera bien plus enclin à changer de camp s'il voit en face une opposition qui semble raisonnable, qui propose une porte de sortie, plutôt qu'un bloc qui hurle pas de discussion. En se montrant ouverte, on facilite les défections. On ne donne pas de la légitimité aux tyrans, on en donne à ceux qui, dans son propre camp, envisagent de le lâcher. D'accord, mais à quel prix? Cette quête de raisonnabilité peut mener à des compromis inacceptables. Votre approche, j'ai l'impression, oublie la nature de ce que propose le dictateur. Il ne propose jamais la justice, il propose la paix. Et le texte nous le rappelle avec une phrase terrible. La paix d'un dictateur n'est souvent rien de plus que la paix de la prison ou de la tombe. Quand Hitler réclamait la paix en 1938, c'était la paix de la soumission. Accepter de négocier des trêves, c'est laisser le régime reprendre son souffle pour mieux frapper ensuite. L'objectif, ce n'est pas d'arrêter la violence à tout prix, c'est d'établir la liberté. Et la liberté, ça ne se négocie pas. Le dissident. Mais là, je ne vous suis plus. Vous opposez la fin de la violence et l'objectif de liberté comme s'ils étaient contradictoires. L'auteur lui-même écrit qu'il espère que son analyse aidera à réduire le niveau relatif des pertes humaines. C'est un objectif explicite. Alors si une négociation tactique très ciblée, menée sans jamais baisser la garde, peut permettre d'ouvrir un couloir humanitaire ou de faire cesser un massacre, comment peut-on refuser au nom d'un grand principe ? Ce n'est pas trahir l'objectif final, c'est gérer le coût humain de la lutte. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du pragmatisme. L'analyse de Sharp n'est pas un manuel pour fabriquer des martyrs, c'est un guide pour gagner. Et parfois gagner, c'est d'abord sauver des vies pour pouvoir continuer le combat demain. Je comprends l'attriment humain, il est très puissant, mais je le formulerai autrement. Le véritable pragmatisme, celui qui change les choses durablement, ce n'est pas de gérer la crise, mais de transformer la réalité du pouvoir. Les négociations, par définition, ne font que photographier un rapport de force à un instant T. Elles ne le créent pas. La lutte non violente, elle, le transforme. Et c'est là qu'intervient ce concept clé de Sharp, la désintégration. Le dissident, expliquez ce que vous entendez par là, parce que c'est un terme qui peut faire un peu peur. L'idée est simple en fait. Il ne s'agit pas de prendre le palais d'assaut. Il s'agit de faire en sorte que le régime s'effondre de l'intérieur. Imaginez un bâtiment. Le pouvoir du dictateur, c'est ce bâtiment. Ces briques, ce sont l'obéissance des fonctionnaires, la loyauté de la police, la soumission de la population. La lutte non violente consiste à retirer ces briques, une, par la grève, la non-coopération, la désobéissance civile. À un moment, il n'y a plus assez de briques pour que le bâtiment tienne debout, et il s'écroule. La dictature ne cède pas le pouvoir lors d'une négociation. Elle le perd parce qu'il lui a filé entre les doigts. C'est un processus organique, pas un accord sur un bout de papier. Le dissident. Je vois l'image. Mais cette vision de la désintégration totale, c'est le scénario idéal, presque clinique. C'est le but à atteindre, on est d'accord. Mais la réalité, c'est que le chemin est long, chaotique. Le texte le reconnaît lui-même, il faut se préparer à une lutte de longue durée. Et pendant cette lutte, qui peut durer des années, refuser toute forme de dialogue, même pour obtenir des gains intermédiaires, c'est se priver d'un levier, c'est s'enfermer dans une stratégie unique. Or, une bonne stratégie doit être flexible. Mais chaque dialogue est une interruption de ce processus de délitement. C'est une pause qui permet au régime de se consolider. Le dissident? Pas forcément. Je pense même que ça peut être l'inverse. Parfois, une négociation peut être l'outil qui permet de retirer une brique cruciale. Imaginons un régime divisé. Une offre de négociation peut accentuer cette division, forcer les modérés à se désolidariser des durs. Une discussion sur un prisonnier politique peut mettre en lumière l'inhumanité du système et pousser une partie de l'appareil judiciaire à la non-coopération. S'enfermer dans le dogme du jamais de négociation, c'est risquer de rater ces opportunités tactiques qui, mises bout à bout, peuvent précisément accélérer cette désintégration que vous le décrivez. La stratégie ne peut pas être un bloc de béton. Bon, pour conclure, je reste convaincu que la mise en garde de Sharp est fondamentale. Le dialogue, c'est un peu le chant des sirènes qui attire les mouvements de libération vers les rochers.
La voie vers une démocratie réelle ne passe pas par un compromis, mais par la construction patiente d'un contre-pouvoir. Il faut assécher les sources du pouvoir du régime jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une coquille vide. Le risque de légitimer le tyran et de démobiliser sa propre base est bien trop grand pour être pris. Le dissident, De mon côté, ce que je retiens, c'est que si ces avertissements sont une boussole indispensable, l'interdiction totale de négocier est une rigidité qui peut devenir une faiblesse. peut-être que le mot négociation est le problème. Si on le voit non pas comme une recherche de compromis final, mais comme une manœuvre tactique dans une lutte globale qui, elle, ne s'arrête jamais, alors ça devient un outil. Un outil pour libérer des prisonniers, sauver des vies, diviser l'adversaire. Au fond, le contexte et l'opportunité doivent primer sur le dogme. La question n'est pas faut-il négocier, mais quand, sur quoi et comment sans jamais cesser la lutte. Ce qui ressort de notre échange, c'est peut-être que l'opposition n'est pas si simple. Ce n'est pas la lutte contre la discussion. La vraie question est de savoir si la discussion peut, dans certains cas très précis, devenir une arme au service de la lutte. Le dissident. Exactement. Et c'est en explorant cette tension sans angélisme ni dogmatisme que l'on peut espérer trouver pour chaque combat la voie la plus juste et surtout la plus efficace.